Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier épisode de cette seconde saison de Tour de Table. Ce soir, on va parler coaching et on va parler de l'évolution du poker avec un casting magnifique. Pourquoi vous avez tous décidé d'enseigner à votre tour, entre guillemets? Moi, je veux bien. Je pense que je réponds pour tout le monde. C'est l'expérience déjà. Enfin, on kiffe le poker, quoi. Pour faire la pub pour la partie technique CP Radio, moi je trouve ça grande qualité, c'est justement d'avoir des très mauvais joueurs qui expliquent leurs réflexions. Parce que tu as assez peu l'occasion d'avoir. Moi je vends le truc bien et toi tu as. Non, mais justement, tu as un gars comme Lucien Cohen qui arrive, tu mets dans une situation. Et tu demandes, tu fais quoi ça? Tu vas avoir des problèmes. Hein, je te préviens, hein. Non, mais j'ai Estelle Denis derrière, ne vous inquiétez pas. Non, pas Estelle. Non, mais c'est pour donner des exemples, ça te permet de voir la façon dont tu réfléchis, parce que tu as ça toute la journée en face. C'est en fin d'émission aussi, donc des fois les mecs sont morceaux à cette heure-ci, donc du coup c'est forcément pas bonne idée. Non, mais Lucien, tu le mets dans une situation, il dit tu fais quoi maintenant? Il dit je me serais pas mis dans cette situation. Admettons, j'envoie. Ouais. D'accord, mais pourquoi? Non, parce que j'envoie, et puis ça sur 3 streets. Non, mais c'est vachement intéressant de savoir qu'il y a quelqu'un qui est capable d'envoyer comme ça, sans réflexion derrière, machin, et tu vas vachement le prendre en compte quand tu es dessus. Cool. Estelle Denis, je me souviens, c'était une petite main à la con où tu check top pair au flop avec genre 15 blindes pour tout mettre derrière. Donc derrière, turn l'adversaire mise, river l'adversaire mise, et puis Estelle, c'est. Mais là, on est derrière, que je n'ai pas envie de payer. Tu as fait une trappe, et justement, c'est le côté. Je vais être capable de folder des trucs incroyables parce que c'est mon. Après, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est aussi, entre guillemets, la beauté du poker, c'est que tu te rends compte qu'il y a certains joueurs qui peuvent avoir des résultats en ayant... mais en étant mauvais ou en ayant des réflexions qui sont dénuées de sens parfois ou contre-productives ou autres, et tu te dis, c'est surprenant. Ça s'est pas vu, j'essaie pas de casser Lucien ou Estelle du tout. En fait, j'essaie de vendre la partie technique. C'était vraiment intéressant justement d'avoir des gens. Tu as toutes les réflexions en fait, c'est ça qui est cool. Pas bons ou des gens très bons. Enfin, je veux dire, on a eu Flav et machin, des parties techniques qui duraient 3 ou 4 heures, je crois. Ouais, vous n'avez pas peur de limiter le poker à quelque chose très. Enfin, c'est très restrictif, je pense, de réduire le poker à une science exacte. C'est-à-dire que quand on a une table, on peut ressentir quelque chose et même dans la partie technique du CP, tu vas dire voilà, telle main, ça se passe comme ça, l'autre fait ça, et toi tu fais quoi? Mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte, et du coup, quand tu coaches quelqu'un, est-ce que tu le coaches aussi sur ces aspects-là du poker? Là, on va partir sur CP Radio, et je pense qu'on ira un petit peu sur autre chose. Le truc de CP Radio, c'est donner la parole aux invités qui sont avec nous, de boire un verre et de passer un bon moment, et la partie technique en fait partie. Et c'est vraiment entendre ce que les gens veulent dire. En général, j'allais arriver là-dessus. C'est pour dire qu'il y a vraiment une différence et que quand tu fais du coaching vraiment, tu es là pour apprendre quelque chose, pour corriger des erreurs, plein de choses. Soit en direct, tu vas essayer de corriger des choses, soit quand tu essaies d'apprendre quelque chose, tu vas faire des vidéos, tu vas essayer de trouver des fils conducteurs, tu vas essayer de te demander à quel public tu t'adresses, qu'est-ce que tu dois faire progresser, c'est quoi les erreurs classiques, etc. Mais là, dans ce cas, tu es beaucoup plus dans une position de professeur. Une autre question, c'est que beaucoup de monde, ces dernières années s'est mis à dire moi, je fais du coaching poker. Voilà, je vois tous avoir des regards. Alors, on va balancer. Non, mais justement, est-ce que c'est pas problématique, entre guillemets, pour votre profession? Alors, moi, il y a un truc que je vais en profiter pour le dire. En fait, maintenant, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un moment où on est d'abord coach avant d'être un joueur gagnant, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des... Et le problème, c'est que ceux qui écoutent, renseignez-vous sur la personne que vous allez prendre en coach. Peu importe qui c'est, mais juste n'allez pas parce qu'il y a une personne qui a mis sur un forum « je coach », aller prendre du coaching ou quoi. Il y a des tonnes de coachs. Il faut prendre un coach, à mon sens, qui ressemble un petit peu à votre style de jeu. Il ne faut pas prendre un mec qui est à l'opposé de votre style de jeu parce que ça ne marchera pas. Mais renseignez-vous un minimum, quoi, parce qu'il y a plein de… maintenant, c'est facile de se dire « je suis coach de poker ». Tu fais un tweet, tu mets un message sur Facebook ou autre. Ça a toujours été facile, même à une époque. Non, mais ça a toujours été facile. Mais ça extrêmement cher. Mais non, j'ai l'impression, vraiment… Je me souviens de posts de Nori, même avant. Des gars qui chopaient des courbes sur Internet. Regarde, je suis un super coach. Julien Martini, c'était génial. Des plus beaux threads éphémères. Il faisait quoi? Il prenait des courbes? Il avait Google poker gagnant, il avait récupéré une courbe, ça allait de 0 à plus 600 000. Il avait pris la courbe de Vong d'ailleurs, c'était ça l'histoire. Ah oui, en plus il a pris la courbe de… Et il avait dit je vends en gros je coach à, je sais plus, c'était cher, c'était 250 ou 300 euros de l'heure et c'était pas du tout ses courbes en fait. Là on part 500-600 avant, se faire payer 200-300 balles de l'heure, c'était
entre guillemets normal quand tu es un joueur. C'est aussi des coachs de différents niveaux. Aujourd'hui, le même niveau relatif, tu te fais payer beaucoup moins cher. Parce que si tu veux, tu peux prendre un coaching avec Phil Hellmuth si tu veux, mais c'est cher. Jamie Gold, c'était avec Jamie Gold. Une heure de coaching en France, c'est combien? Mais c'est ça le problème, c'est que c'est le déterminer. Normalement, tu devrais déterminer ton heure de coaching sur ton win rate, en gros, à peu près. En fait, c'est très dur de savoir quand est-ce que c'est un bon prix ou un mauvais prix, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Chichi sur. C'est vrai qu'avant, moi quand j'ai commencé le poker, si je voulais prendre un coach, pour moi c'était des gens vraiment très crédibles. Je me disais, si je me fais coacher par telle ou telle personne, déjà j'ai l'impression qu'il y avait moins de monde, ou en tout cas les mecs étaient vraiment performants. Tu t'allais, tu avais confiance. Et maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu, pas le premier venu, mais le mec, ça y est, fait 3-4 paires sur Internet, se dit, je sais pas, il y a peut-être de l'argent à se faire et je vais essayer de coacher. Non, d'abord, il fait 3-4 paires sur Internet, il les repère et là, il se dit, il faut des thunes, là, du coup, je vais coacher. Et puis, ça peut être ça aussi. C'est vrai qu'après, c'est le sale engrenage de se dire pourquoi le mec veut coacher. Il y a des gens qui aiment ça, qui sont pédagogues de base et qui aiment transmettre, et voilà. Et il y a des gens après qui se disent c'est peut-être de l'argent facile et moi j'ai pas de thunes et ça peut peut-être me permettre de me repayer un tournoi, etc. Et là ça devient un peu malsain. Après, mais comment vous faites pour les repérer, ces gens-là, pour essayer de nettoyer un peu votre profession, quoi, et de... Sincèrement, je vais pas essayer de nettoyer, je m'en fous un peu. Je pars du principe que. Non, mais moi déjà de base, j'essaye pas de vendre du coaching, quoi. Je prends très peu d'élèves parce que je prends du plaisir à coacher, mais je préfère grinder et je gagne plus d'argent. Donc mon but c'est pas de vendre du coaching, quoi. Clairement pas du tout. Et déjà, quelqu'un pour moi de base qui essaye de te forcer à vendre du coaching, c'est un peu problématique parce qu'il est censé faire plus d'argent sans coacher qu'en coachant. Donc il doit prendre du plaisir, comme dit Simon, pour moi c'est la base. Si tu dois prendre du plaisir, tu dois aimer coacher en fait. Aimer partager, aimer apprendre, et si tu le vends, c'est bizarre déjà. Je pense. Tu vas sur un forum pour poster juste une annonce de je vends du coaching. C'est un taf après. Ça me paraît un peu bizarre, non? Mais là, on commence par être coach et on revenait dessus. Il y a eu beaucoup à un moment donné des card players et tout ça. C'était des gens qui avaient été des énormes joueurs gagnants, qui étaient plus capables de crush la 400, la 200, etc. Qui vendaient des vidéos qui étaient clairement pas au niveau du niveau actuel ou même du coaching direct. Il y a un petit côté aussi, tu as l'habitude de gagner beaucoup d'argent et tu continues à survendre un petit peu ton niveau. Après, il y a eu l'époque, par exemple, l'époque Limpers, moi je me rappelle, ça m'arrivait de regarder. C'était mauvais aussi, c'est un bon exemple. Les mecs à l'époque, c'était quand même. Enfin, à l'époque, moi je me rappelle qu'avoir des vidéos de Rui Cao ou Alex Bruno, c'était quand même énorme. C'est gigantesque. Et les mecs pourtant gagnaient. C'est quasiment encore d'actualité. Ils avaient vraiment une avance de ouf. C'est mauvais ou c'est d'actualité? Honnêtement, maintenant, quand tu joues un petit peu haut, tu as les solvers, le GTO qui est passé au milieu et qui. Ça fait un bond au niveau du technique qui est assez impressionnant. Techniquement, voilà, c'est plus. Mais tu vois, ces mecs-là, ils gagnaient des millions et pourtant, ça les amusait de lancer un site de coaching. Ils avaient un but derrière. Ils cherchaient un sponsoring à un moment donné où les sponsoring étaient assez chers et bien. Il y avait d'autres choses, il y avait de la reconnaissance, c'était pas du coaching pour gagner que de l'argent avec le coaching. Tu prends un mec comme Phil Galfond qui est quand même une des références depuis des années, tu vois, il n'a pas besoin de ça, je pense, ou même limite un mec comme Doug Puck maintenant qui est un peu genre à la mode et tout, qui fait des trucs intéressants. Est-ce qu'il a vraiment besoin? Alors oui, après c'est aussi un business. Mais là pour le coup, Phil ou Doug, c'est des gens qui sont capables de gagner quand même beaucoup d'argent en faisant du coaching. Avec côté Phil Galfond, quand tu l'écoutes, il a un peu un air chef d'entreprise et a envie de le faire, tu sais. Il a monté quelque chose, il est en train de se monter un site derrière, il doit avoir des projets plein la tête. C'est pas juste faire une vidéo, quoi. Ces mecs-là, c'est pas seulement du coaching, c'est qu'en gros, ils ont un pool de joueurs et derrière, ils ont des pourcentages sur les gains. Doug Polk, c'est son cas, il coach des, je sais pas, 5-6 mecs. Et il est stack sur des gros tournois live. C'est la meilleure façon au final de coacher vraiment les gens, de ne pas prendre d'argent sur les cours, mais de prendre des pourcentages sur les gains. Ouais, mais c'est très long à rentabiliser ça. Il faut avoir des amis grands, baraqués qui sont capables de motiver les gens. Le problème, c'est que c'est la meilleure façon de te faire arnaquer déjà de base. Et c'est assez compliqué en fait, je pense, de faire ça. Mais par exemple, Doug Polk, ayant parlé petit brag à Doug Polk, sur ce qu'on a contacté pour la radio et sur la chaîne qu'il fait sur YouTube, moi je trouve ça génial, il y a énormément de contenu, ce qu'il dit c'est ultra intéressant et ça il le fait. Alors clairement il y a un projet derrière, il veut développer sa chaîne, etc. Mais c'est du contenu, tu as l'un des meilleurs, peut-être top 5 mondial en Unlimited Hold'em qui partage du contenu gratuitement, c'est une mine d'or quoi, et c'est gratuit ça. Donc déjà tout ça c'est du contenu avant de payer du coaching, d'aller prendre des heures à droite à gauche. Je pense qu'il y a énormément à l'heure actuelle de contenu gratuit.
qu'il faut quand même utiliser. Et ensuite, on peut prendre un coach, bien entendu, parce qu'on a une approche directe et personnalisée, quoi. Mais il y a beaucoup de contenu gratuit, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Limpers, par exemple. Justement, à partir de quand c'est bon pour un joueur, parce qu'on parle beaucoup du côté des coachs, mais du côté d'un joueur, à partir de quand c'est bon pour un joueur de prendre un coach, à quelle somme il doit débourser pour vraiment voir un résultat sur sa bankroll. À partir du moment où il n'y a plus assez de contenu gratuit disponible. Ouais, en fait, à partir du moment où il a atteint un cap, quoi. Et je pense que ceux qui ont vraiment le plus besoin, entre guillemets, de coaching, si tu as des potes poker à côté, tu arrives à te faire un chan poker, à discuter avec plein de joueurs, bah, tu auras moins besoin de coaching parce que tu vas déjà échanger avec d'autres personnes et c'est ça qui fait le plus progresser, on va pas se mentir, c'est quand tu échanges avec d'autres joueurs. Nous, on a tous un petit peu la chance de connaître des très très bons joueurs et d'avoir pu progresser grâce à eux. Et ces gens-là n'ont pas cette chance-là, donc c'est pour ça qu'ils vont prendre du coaching. Donc tous ceux qui ont des contacts avec, ils en auront beaucoup moins besoin. Mais c'est tout simplement quand tu as un gap. Après, niveau financier, je pense que ça doit juste être un pourcentage de ta bankroll, quoi. Si c'est plus que ta bankroll, déjà, c'est une connerie, clairement. Et je sais pas, un joueur qui est en L50-100, il va avoir une bankroll qui va être de 5 000, 10 000 euros. Bon, bah lui, consacrer 600, 700 euros, 800 euros de coaching, il peut se le permettre et de toute façon, ça va être rentable. Mais en L2, 10, je pense que ça dépend pourquoi tu veux te faire coacher, quoi. Je me souviens, c'était Barry Greenshine qui parlait d'un énorme fiche qu'il connaissait, qui lui a pris, je sais pas, 50, 100 000 balles de coaching. Le gars était. Oui, c'est pas. Non, mais Parce que tu fais chaque semaine. Juste ce que je dis là-dessus, c'était des sommes qui étaient extravagantes, peut-être plus, peut-être moins. Le gars, en fait, il a envie de passer un moment. C'était vraiment un kiff, quoi. Il a envie de passer un moment Barry Greenstein, ce que disait Barry. C'est après, mais c'est quand même un des meilleurs investissements qu'il ait fait dans sa vie, vu ce qu'il perdait au poker. Il va être toujours perdant derrière. Donc ça dépend si tu es. moins perdant, c'est ce qui veut dire. Mais donc moins perdant et il va largement rentabiliser ces 100 000 balles qu'il a donné à Barry ou peut-être moins. Ça dépend vraiment ce que tu cherches. Je pense, comme dit Olivier, après, Chichi raisonne plus en termes de bankroll et tout, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui vont juste avoir envie de passer un cap en fait, dans leur jeu. Tu vois, il y a des gens qui kiffent ce jeu, qui aiment ça et qui sont perdants depuis des années. Il y en a, au final, c'est la majorité, c'est la majorité des joueurs de poker. Et il y a un moment où c'est logique, si tu t'investis, si à chaque fois tu vas faire soit ton petit tournoi en club ou soit ton tournoi en cercle et que tu fais jamais item et que tu n'arrives jamais à parfait, il y a un moment ça te saoule. Je sais pas, c'est comme tout. Je sais pas, moi c'est con, mais j'ai pris des cours de piano récemment et je suis obligé de payer parce que sinon je ne peux pas m'en sortir tout seul. Et des fois ça peut t'aider d'avoir quelqu'un qui va juste te dire faut faire ci, faut faire ça. Et comme dit Chichi, il y a plein de gens. Tu ne vas pas passer pro de piano non plus, quoi. Non, le but, c'est pas ça, c'est un kiff en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une différence avec par exemple, pour faire un focus, parce que je coach aussi un peu en sport en fait. Et en fait, quand tu as un résultat direct, en fait, si tu veux. En sport, tu vois, quand tu progresses, tu vois directement au poker. Le problème, c'est que c'est très difficile de voir ta progression. Parce que tu as la variance, on en parlait au tout début. Et du coup, ça peut frustrer. Par exemple, c'est déjà arrivé, je sais pas, tu coaches un élève. Le mec, tu le coaches et une semaine après, il a le run de sa vie. Il va se dire, ouais, c'est grâce au coaching. Alors qu'en fait, pas du tout. Il faut demander un pourcentage dans ce cas-là. C'est vrai. Et à l'inverse, tu as le mec qui va prendre du coaching et là, il va rentrer dans un bad run pas possible. Et il va se mettre à douter et au final, il verra pas les apports qu'il y a eu pendant le coaching. Et c'est la grosse différence, par exemple, toi avec le piano. Quand tu vois je pense à un joueur qui coach en particulier, souvent tu as ces élèves qui mettent des screenshots, tu sais, ouais, c'est grâce à toi. Adrien Guyon. On va dire les noms. On va dire Adrien Guyon. Bien sûr. Alors, c'est quoi? C'est juste le run, comme tu disais, là, c'est juste le run de leur vie, c'est du hasard, c'est juste. Enfin, tu vois, c'est. Comment toi tu voyais ça avec le recul ou quoi? En fait, je sais pas combien il a d'élèves, mais. Et après, il a un style de jeu très particulier. Et je ne sais pas ce qu'il fait avec ses élèves et tout, mais après, on ne sait pas. Peut-être qu'il a 30 élèves et qu'il y en a 2 qui perdent, tu vois, on ne sait pas. Tu vois. C'est compliqué, c'est compliqué de savoir. C'est la combache. C'est pas, je ne pense pas que ce soit du coup les résultats d'un joueur. Enfin, en tout cas, à court terme, tu ne te rends pas compte des effets. Comme tu disais, à cause de la variance, tu ne te rends pas compte des effets du coaching. C'est sur le long terme, je pense que sur plusieurs années, que tu te dis qu'un coach est bon ou pas. Déjà, c'est plus dur de juger. Et mine de rien, le niveau d'un joueur en MTT qu'en cash game en fait. Parce qu'en soi, en MTT, tu vas faire une perf. Et sur une perf, ça peut être la variance. Et c'est sur le long terme, ça va être beaucoup plus. Voilà, quand tu as un joueur comme Erwan qui est là depuis longtemps et qui est toujours là, là, tu sais qu'il a un bon niveau. Mais en soi, un joueur qui va gagner un MTT, même s'il gagne un MTT à 1 million d'euros, peu importe, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Alors qu'en cash game, par contre, il n'y a pas ça quoi. Sur 2 semaines, oui. Après, tu te sens tellement le gars qui n'a pas eu un end on mob et qui est aigri quoi. On va balancer. J'ai 5 chiffres en end on mob.
Adrien Guillon, on sait qu'il crush entre guillemets les low stakes, enfin les 10-20 euros online. Enfin, il a un edge malade là-dessus parce qu'il a un style de jeu qui le permet. Et il coach ses élèves sur ces tournois-là et ses élèves perdent sur ces tournois-là. Donc il a très bien pu provoquer un déclic. Non, puis on provoque des déclics. Il provoque des déclics. Là où c'est difficile pour nous, c'est que ça se trouve, il est vraiment très bon pédagogue, on n'en sait rien. Faut le faire. Moi, on peut être. Sans vous êtes obligé de dire du bien, ça n'a Non, mais moi, c'est pas forcément. On peut être pas très fort. Enfin, pas super élevé niveau technique, mais être très bon pédagogue et pouvoir provoquer des déclics chez les gens. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que la plupart des gens partent de quasiment zéro ou rien en fait. Et nous, peut-être parce que moi, ça m'arrive en fait quand je coach, de dire, ou même quand je fais des vidéos, de dire bon bah ça semble logique. Et ensuite j'explique. Et à chaque fois on me dit non mais en fait ça semble logique pour toi, mais c'est peut-être pas logique pour la personne que tu coaches. Et comme disait tout à l'heure Olivier, la preuve, des joueurs parfois qu'on gagne des EPT ou qu'on des perfs, parfois vont pas savoir pourquoi ils misent. Et même dans le circuit professionnel, à l'heure d'aujourd'hui, des fois tu lis des coverages, tu lis des mains, tu dis mais qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi et le mec pourra même pas t'expliquer. Donc, mais après les gens que tu coaches, il faut se rendre compte aussi que s'ils cherchent du coaching, c'est qu'ils n'arrivent pas justement à soit être gagnants ou soit juste passer un petit cap, passer de limite et qu'ils partent de zéro. Donc si juste tu leur expliques, c'est bête, mais tu leur expliques qu'il ne faut pas relancer pour info parce que c'est pas bon et pas. Ils sont contents, ils ont passé un cap énorme. Et je pense que nous tous, autour de la table, à un moment donné, on avait un niveau qui était là et on a peut-être compris un petit truc en plus qui nous a fait passer vraiment un gros gap, et etc. etc. Et ces gens-là, s'ils partent vraiment de zéro, tu leur expliques juste que, voilà, je sais pas, faut pas C-bet 100% des boards parce que c'est pas très bon et parce que, je sais pas, C-bet As-3 sur 8, 7, 9, c'est peut-être pas toujours bien, etc. Alors qu'Adrien Guillon, C-bet 100% lui parle. Adrien, c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition. Tu vois, quand tu en parlais d'une deuxième main, ou juste tu dis une main et à un moment donné, je sais plus, le gars relance en face et ça représente pas grand-chose. Et Adrien, il regarde, il fait, non, il a les nuts, je fold. C'est juste l'intuition excellente. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de l'entendre qu'en coaching, il soit bon. Que je veux bien croire. Parce que c'est quelqu'un qui a un jeu, disons, techniquement, qui est certainement très mauvais niveau solver ou tout ce que tu veux. Par contre, qui a une excellente intuition au niveau de ce que font les gens et qui prend des très bonnes décisions dans des spots incroyablement pourris. Et justement, tu vois, à choisir un coach a priori comme ça, je ne prendrais pas Adrien, mais des fois, tu as des choses comme ça où tu as des petits trucs, des petites intuitions, des machins. Et quand tu les entends, tu peux avoir un petit déclic sur le jeu des autres. Après, pour donner donc ça dépend de lui. En coaching, s'il est bon, quoi. Positif à Adrien, c'est qu'en soi, vu les buy-in qu'il joue, parce qu'il joue des low stakes, le PLO solver, etc., tous ces logiciels-là, ça ne sert à rien pour ces stacks-là, quoi. Si tu vas jouer un poker ultra exploitatif, pas du tout basé sur la GTO. Ça dont on n'a pas parlé, c'est qu'il est très exploitant. En fait. Voilà, il joue à fond exploitant. Et au final, pour ça, c'est le style parfait pour ces types de tournois-là. Par exemple, pour du cash game, c'est l'opposé. Le style de jeu qui va être gagnant à l'heure actuelle, c'est l'opposé de ce style-là. Mais lui, moi, je pense qu'il doit sûrement être gagnant. Et puis, non, je dirais aucun problème, il est gagnant. Oui, voilà, moi, je pense honnêtement, quand tu l'entends parler, il a une super intuition. Non, mais t'aimes pas la table. Non, mais de toute façon, après, moi, ça me paraît intéressant aussi, justement, de. C'est pour ça que. Moi, ça m'est arrivé de regarder une vidéo de Freeman SLM. Et voilà, qui a un style de jeu vraiment particulier. Moi, ça m'est même arrivé de coacher quelqu'un en fait, qui avait déjà pris des cours avec lui, qui m'a dit bon, ça s'est pas très bien passé, etc. Et moi, j'ai regardé pendant 3 heures un tournoi qu'il a joué et tout pour voir, pour essayer de comprendre. Parce que je pense que même s'il y a des gens qui ne raisonnent pas comme toi, c'est toujours intéressant. Et je me rappelle d'une phrase, c'était Clément Tumi qui m'avait dit ça une fois, c'était dans une soirée, bon il était déjà bien bourré, mais il m'avait dit mais Steven, tu devrais en fait apprendre des fiches en fait, entre guillemets, il y a toujours à apprendre d'un mauvais joueur et de réfléchir, de se dire pourquoi il fait ça et essayer d'après prendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais je pense que comme tu disais tout à l'heure, tu disais quelque chose sur est-ce qu'on ne cherche pas à dire il faut faire ci, il faut faire ça. Au poker, une des bonnes choses aussi, c'est qu'il y a plein de fois dans un spot, tu ne peux pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a pas une solution. Voilà, et c'est là où après les avis divergent et après il faut voir toi avec quelle personne tu es à l'aise, quel style de jeu, etc. C'est pour ça aussi que c'est pour ça qu'en coaching, en fait, tu vas essayer de faire progresser la réflexion de l'élève et pas lui dire juste faut faire ci, faut faire ça. Parce que si tu dis faut faire ci, faut faire ça, dès qu'il va être confronté à une situation qu'il ne connaît pas, bah, il va être perdu. Alors que si tu lui as donné une bonne réflexion, tu lui as appris à prendre les infos là où il faut, à gérer la position,
pour les tournois, les stacks, les comment dire, comment vous dites en tournoi là, la chatte. Non, la chatte. Les blocs. Non, les blocs, voilà, chercher le mot. Les blocs, tout ce genre de choses là. Et ben là, il va pouvoir se faire sa propre réflexion et du coup, il ne sera pas perdu parce qu'il ne connaît pas ce spot-là. Il va pouvoir prendre les infos et prendre au final une décision qui sera peut-être pas la meilleure, mais au moins correcte, quoi. Et si vous décrochiez un job de rêve? Avec pour seul CV votre passion du poker. PMU.fr Poker recrute. Et ce n'est pas du bluff. Intégrez la Team Pro PMU Poker avec ProDream. Décrochez un contrat de 50 000 €. Vivez un an de rêve et jouez dans les plus beaux tournois du circuit. PMU Poker n'attend que vous. Rendez-vous sur ProDream.fr. J'ai remarqué qu'il y avait aussi une évolution dans le fait que les joueurs, ce qui les faisait moins rêver maintenant, c'était moins de devenir joueur professionnel que par exemple de gagner une grosse fortune au Sit and Go Jackpot. Mais j'y rêve aussi. J'en rêve aussi, bah oui. Non, mais est-ce que vous n'avez pas cette impression-là que ce genre de... Est-ce que vous avez... T'en as gagné parce que bon, toutes room confondues, je crois j'ai eu un x10 une fois. C'est pas bien joué. Moi j'ai déjà eu un 10K sur un 50 et j'étais déconnecté. Ouais. Oh. Sérieux? J'ai joué ça à Marrakech aussi. J'ai gagné 2 5K, tu vois, mais j'ai joué en France, donc j'ai gagné les deux. Non mais est-ce que ces formats-là, ça n'a pas changé un peu le délire qu'on se fait autour du poker? Il y a deux choses là-dessus. Il y en a un, c'est est-ce que tu as rêvé de gagner au loto? Je pense que tout le monde à table a rêvé de gagner au loto une fois dans sa vie. Il faut jouer ou pas, quoi. Et les expressos, c'est ça. Et puis tu as juste le côté ultra addictif de la roulette, tu vois, du truc de voir la table, tu vois, qui clignote du truc. T'as pas ça quand tu t'assois à une table de cash game ou un tournoi. Et là, tu as ce côté-là qui te rajoute. Mais là, c'est le vrai côté gambling, quoi, qui n'existait pas vraiment avant. C'était le côté poker, il y a un côté sérieux, il y a un côté plein de choses. Et du gambling en tournoi en particulier, où tu joues un gros field en espérant choper le premier prix, mais où ton côté hasard était tellement moins important ou moins évident que là où tu attends ta roulette. Et puis si tu tombes sur 1 million, tu vas prendre au moins 100 000. Et tu as une évolution énorme aussi, on n'en a pas parlé, j'y pense maintenant, mais c'est le jeu mobile, tout simplement. C'est juste que maintenant, tu prends ton téléphone, tu es au chiottes. C'est ultra V+, de jouer au chiottes d'ailleurs. Déconcentré. Bah, exactement, tu n'as que ça à faire. Donc tu es forcément en game. Et tu lances ton Sit and Go Jackpot, ton truc sur ton téléphone. Ça te prend 5 minutes. Hop, et ça a vraiment changé énormément. Et tu as perdu 10 balles. Ça coûtait cher. Voilà, ton pépite a coûté cher. Mais je pense... non, vas-y. Enfin, Paty a raison. Je pense que aussi c'est le... Mais t'as raison, c'est ça que t'as raison, c'est bon. Non, t'as raison. Non, mais. Je vais continuer de fermer ma gueule, d'ailleurs, je suis plus là. Allez. Non, mais ça me fait penser aussi à une émission que j'avais regardée, justement, où Alexis Lebsker expliquait que, à un moment, pour essayer de garder les récréatifs ou de les faire kiffer, le MTT, en fait, que tu bustes un mec ou que tu gagnes le tournoi, enfin, ok, à la fin, il y a une coupe et tout, mais il n'y a rien, tu vois. Et l'expresso, je pense aussi, pourquoi les gens kiffent, c'est parce que, justement, voilà, il y a cette roulette. Les couleurs qui changent, tu vois. C'est pas une émission que tu as regardée, c'était la mienne. Bah oui, c'est ce que je disais. Voilà, une très bonne émission. Ah bah j'allais pas dire une émission. Voilà, non, c'était ton émission. Mais et je trouvais ça très juste, c'est que il faut, je pense, réussir. Là où les trucs expresso, jackpot, etc. Ils ont été très forts, c'est que tu as ce côté un peu justement, voilà, addictif. Où tu suis en fait. Il y a plein de joueurs qui vont dire si j'ai pas le bonus, en fait, je fais taper toutes les mains et je m'en branle, alors que. Parce que tu as envie de tomber sur le truc et c'est ce petit design, ce truc qui est vrai gambling. Quoi. Ouais, c'est gambling pur. Quoi. Tu passes du poker où tu as le côté skill quand même qui est assez évident. À côté où là, le côté skill, d'un coup, c'est du gambling. Et puis là où c'est fort, c'est que ça fait rêver tout le monde. Tu vois, même un mec comme Erwan. On parle aussi, Alexis Lebsker avait parlé de ça sur le design des tables sur Internet, les couleurs, les machins, les changements. Bon, il y a une célèbre room de poker où maintenant il y a... KO, tu sais, KO poker quand tu bustes un joueur. Enfin, tous ces trucs-là, ça rentre en ligne de compte. C'est le côté fun et en fait, rapprocher le poker des jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo, ils ont tout compris. Pedro en parlait avec la gamification. D'ailleurs, Twitch, par exemple, on parlait de Twitch tout à l'heure. Twitch et les jeux vidéo, ils ont explosé avec Twitch. Et le poker doit s'en inspirer, tout comme l'utilisation des réseaux sociaux. Tout ça, en fait, je pense que c'est encore trop sous-exploité dans le poker. Pour ce que ça vaut, moi je pense que je redis que poker. Non, mais il y avait l'idée dans le poker, tout à fait. On pouvait jouer une table à la fois et ça ramait, mais si on avait... ça y est, c'est peut-être pour ça que ça a fermé. Non, mais c'était un des vrais problèmes de poker, c'était simplement que le logiciel était...
C'était pas avant-gardiste, c'est juste que ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait, il fallait juste avoir un très bon ordinateur. C'est vrai que si tu le fais maintenant, j'aimerais bien voir leur part de marché, tu vois, c'est possible. Je pense que ça peut être bien mieux maintenant, PKR. Moi, je suis pas arrivé et qu'ils me reprennent. Rappelle-les, Campok où tu vois les légendaires, mais moi je suis pas sûr que ça soit ça qui. Pour moi, il n'y a pas un bon logiciel de poker entre guillemets. À l'époque, celui qui se rapprochait le plus, c'était Full Tilt. La raison pour laquelle c'était ça, c'est parce que tu le regardais, le look était assez fun. C'était sympa. Même, t'étais énervé, t'as tes petits avatars, tu pouvais dire que t'étais énervé, tu pouvais dire que t'étais content, tu pouvais dire... T'avais juste 3 petits trucs comme ça, et ça c'était il y a 10 ans avec le web qui a évolué au milieu, tu peux faire quelque chose de sympa, et les logiciels de poker, t'arrives, tu vois des chiffres, des colonnes, t'as eu partout ça sur une table. Déjà quand t'arrives sur un soft que tu pouvais changer le dealer, c'était tellement bon ça. Tu pouvais même mettre Jean-Jacques Ishaï. Tu peux lancer tomates et des œufs. C'est vrai? Tu le connais pas ça? Ah non, ça me parle pas. Il y a un soft sur le .com, une room, bon on s'en fout, on peut dire c'est 888. Ouais, on s'en fout, c'est bon. On le bipera. Et et tu peux lancer des œufs, des tomates sur tes adversaires. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est incroyable ça. Promotion récente. Et ils perdent des dollars ou pas? T'as un edge ou pas? T'as eu le bingo splash qui fait tu regardes si les gens vont avoir leur jackpot à table et machin, et tu sais si les gens en face ils vont l'avoir. Tu sais à peu près le nombre de mains que moi. Et puis t'as un truc sympa qui se passe à table en plus. Et ça donne vachement envie de rester. T'as un truc supplémentaire au fait de juste jouer au poker qui fait que ça t'amuse un petit peu plus. C'est le fait de rendre quelque chose à la base qui est un peu ennuyeux et longué. C'est austère au moins. Tous les trucs sont austères et c'est sympa d'avoir un petit truc qui le rend fait. Mais juste honnêtement, des avatars qui disent je suis content, je suis pas content, déjà c'est sympa. Juste pour rebondir sur le Campok, parce que ça me fait penser à ça, mais mine de rien, tu te dis, est-ce que si un jour, j'en sais rien, Winamax tente de mettre des webcams ou juste tu vois, que tu sois animé et tout, est-ce que les joueurs récréatifs qui feraient peut-être pas plus et arrêteraient de se dire Internet c'est truqué? Et surtout si tu mets Virginie Caprice derrière. Mais c'est l'horreur. Attends, j'arrive pas à me l'imaginer. J'arrive pas à me l'imaginer, mais ça a absolument le mérite d'exister et de plaire à des personnes. Tu peux proposer la chose, mais moi je pense que la vraie différence c'est juste que les gens ils ont envie de jouer 5 minutes quoi. Il y a beaucoup de ça. Mais en fait, pour moi, c'est. Là, c'est même pas que dans le poker. On parle de vidéo, tu connais la vidéo. Les gens, aujourd'hui, tout ce qui est média d'une manière ou d'une autre, ils veulent des formats de plus en plus courts. Il faut que ce soit court. C'est incroyable. Il faut que ce soit super court et ludique. Et que ce soit voilà, fun, très animé. Et ces formats-là, les formats roulettes, quoi, en gros, ça a été parfait pour ça. Autre question, puisque vous êtes coach, vous avez forcément vu vos joueurs progresser, peut-être parfois des joueurs partir entre guillemets de pas grand-chose et devenir des très bons joueurs. On va parler juste de toi qui as connu Romain, entre guillemets. Est-ce qu'entre le moment où tu lui donnes ses premiers conseils et maintenant, est-ce que tu pouvais supposer que ça allait devenir un joueur qui aujourd'hui joue grosse limite, on va dire? Forcément, au début, tu vois un certain potentiel dans la personne. Après, tu peux jamais imaginer, bien sûr, qu'il va devenir un top player français, peut-être un des 5 meilleurs joueurs français, qui va pouvoir jouer même jusqu'au high roller OPT, tout ça. Donc forcément, au début, tu peux décerner un petit truc, tu sens que la personne est attentive et qui comprend le jeu. Après, bien sûr, tu vas pas imaginer jusque-là. Bien sûr. Mais il y a des personnes qui sont vraiment pas faites pour jouer au poker, qui n'y arriveront jamais quoi qu'il arrive, qui n'ont pas la mentalité pour, qui n'ont pas certaines qualités qui sont nécessaires pour faire un joueur de poker, et a fortiori un bon joueur de poker. Et quand tu es coach et qu'un tel joueur arrive, tu te rends compte de ces choses-là, et si oui, est-ce que tu lui dis non mais arrête, c'est pas la peine, t'arriveras jamais? Non, j'irai pas jusqu'à lui dire ça. Est-ce que j'ai envie de jouer contre lui? Ouais, voilà. Déjà, tu le décèles chez quelqu'un, chez un joueur, tu dis que tu as décelé le potentiel chez Romain. Tu as toujours des personnes qui ont déjà des facilités, des qualités innées en eux qui font que tu sais qu'ils vont y arriver plus facilement. Après, bien sûr, il y a le travail qui va avec, il faut le bosser. Mais des gens qui n'ont pas ces facilités-là à la base, s'ils bossent leur jeu, s'ils sont très sérieux dans leur travail, pourquoi pas, ils y arriveraient. Il y en a qui ont réussi à monter alors qu'ils sont partis de pas grand-chose à la base, quoi. Je pense qu'à partir du moment tout le monde peut devenir bon au poker, sauf Virginie Caprice, on en parlait, mais après, bon, c'est possible. Après, devenir excellent et tout ça, ça devient un petit peu compliqué. C'est qu'il y a des joueurs aussi qui peuvent être très 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 bons techniquement, mais qui ont ce que j'appelle la maladie. La maladie du spew. C'est-à-dire, non mais la maladie, j'appelle ça la maladie. Tu vois, pour moi, tu as le bon et tu as le mauvais spew. Mais vraiment. Sans vanne, sans voilà, rien, en fait, voilà, c'est des joueurs qui vont faire, entre guillemets, des bons spews, et après ils vont te dire,
ouais, mais là, il est censé fold ça, tu vois. Les mecs, t'es en live, quoi. Enfin, les mecs foldent pas, ils top pair, ils y vont jusqu'au bout. Voilà, ces mecs-là ont la maladie. Et en gros, t'as beau leur dire, bah, voilà, faut pas bluffer sur ce genre de spot en live ou contre tel profil. Ils vont te dire, oui, mais il est censé fold ça. Voilà. Et ces mecs-là. Non, parce que t'es non, profil, justement, ces mecs, ça fait des années qu'ils ont la maladie. C'était pareil au début, après tu t'es adapté. J'en connais plein, je connais des noms, même c'est des très bons joueurs, ils ont la maladie. C'est des potes, je les connais. Enfin, on va balancer. Pierre, si tu nous vois. Non, mais et encore Pierre, ça va. Pierre, c'est. Mais ouais, par contre, pour répondre à Paty, je pense que moi, ça m'est aussi arrivé de potentiellement coacher des personnes. Et au fond de moi, je sentais que ça allait être compliqué parce que c'était ça à la base ta question. Ouais. Mais après, c'est un challenge aussi. Tu te dis, mais tu as envie de lui faire comprendre que. Il y a des gens, par exemple, ils vont être focus sur les bad beats. Tu vois, ils vont t'expliquer que mais ils ont perdu 25 codes flip de suite. De toute façon, Internet, c'est truqué et tout. Tu vois, ça te donne envie au début de dire, mais regarde, je vais t'expliquer. Mais tu perds pas patience quand un mec t'explique que de toute façon, c'est rich. Bah, après, c'est ton taf. Si tu es bon pédagogue, normalement, tu vas censé lui faire comprendre. Tu vois. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'arrêter un coaching. Moi, ça m'est arrivé très rarement. Tu allais le frapper. Non, mais si lui a mis 20 mètres, t'es trop. Non, ça m'est arrivé 2 fois. Ouais, je te rends tes sous, c'est bon. Non, mais ça m'est arrivé 2 fois. Non, mais en plus, c'était même pas pour ça. C'était juste qu'on avait une séance de prévue. La séance est prévue, etc. Donc il a une semaine pour préparer ce qu'il faut, ses mains, ses vidéos, ses questions, etc. J'arrive à la séance, le mec il a rien préparé. Déjà ça m'énerve. Je lui dis une fois, bon si la deuxième fois il a arrêté, je lui dis écoute, je te rends ton argent, tu t'investis pas, ça sert à rien, donc j'arrête quoi. C'est parce qu'il me fait perdre mon temps. Et lui, de toute façon, il n'y arrivera jamais parce qu'il ne s'investit pas. Donc autant qu'on arrête là et voilà. Donc ça m'est déjà arrivé, mais ça m'est arrivé voilà, que 2 fois quoi. Mais ça, je pense que ça peut arriver et qu'il faut savoir arrêter le truc. Quoi. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment des gens en fait, qui ne comprennent pas ou même qui n'ont même pas l'idée de ce qu'est la variance au poker, tu vois, de base. Ah ouais, bien sûr. C'est qu'ils ne se rendent pas compte de que soit on peut très bien jouer et pas avoir de chance, ou enfin, tu vois. Et il y a des gens, moi ça m'est arrivé de coacher des personnes, une personne qui en gros, premier coaching, je lui dis écoute, tu vois, les bad beats et tout, il n'y a pas de souci, ça arrive et tout, mais focalise pas sur ça. Si tu as bien joué la main, c'est le plus important, etc. Et la première chose qu'il me raconte le cours d'après, c'est mais je me suis fait craquer les as. Et tu vois, tu te dis bon j'ai passé 1 heure à lui expliquer que c'est pas important. Là, tu comprends que ça va être difficile et parfois ouais, ça peut te démotiver. Après, si tu es un bon pédagogue, etc. Normalement, tu vas y arriver. Après, il y a des gens, ils bloquent. Ça, tu peux rien. Tu te dis, écoute, laisse tomber. La variance, je pense qu'il y a très peu de pros même qui se rendent compte à quel point ça peut être violent, etc. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais déjà. Surtout en live aussi, Il y a des gens qui n'ont jamais vécu des gros même online, en fait, avoir des downswings sur 300 000 mains, c'est quelque chose qui arrivera de temps en temps sur une carrière. Il y en a qui ne l'auront jamais eu. Et c'est pour ça aussi qu'ils ne s'en rendent pas compte. 300 000 mains en jouant beaucoup, ça peut durer de 1 à plusieurs années. Quoi. Et en live, mais il y a des joueurs pro qui n'ont jamais. Quand même. Ça dépend des semaines. Non, mais moi, je dois avoir eu 3 bad runs sur 300 000 mains. Mais il y a même des pros qui n'ont jamais downswing sur 1000 MTT. Alors que c'est 1000 MTT, c'est rien. Quoi. Non, mais donc c'est quelque chose, même t'as beau passer ta vie à jouer au poker, parce que c'est à peu près le cas, tes journées, tout ça, t'es pas capable de l'appréhender, alors c'est terrible à côté. Et si vous décrochiez un job de rêve? Avec pour seul CV votre passion du poker. PMU.fr Poker recrute, et ce n'est pas du bluff. Intégrez la team pro PMU Poker avec ProDream. Décrochez un contrat de 50 000 €. Vivez 1 an de rêve et jouez dans les plus beaux tournois du circuit. PMU Poker n'attend que vous. Rendez-vous sur prodream.fr. On attaque la 3e partie avec l'invité surprise. L'invité surprise, c'est monsieur Fabien Perrault. Bonjour Fabien. Salut. Comment ça va? Écoute, très bien, merci. Alors bon, coach poker, forcément, là on était obligé de t'inviter parce que ça fait un petit moment maintenant que tu es. Je pense que tu es le plus ancien de la table à faire du coaching poker. Ouais, probablement. Je connais pas l'histoire de tout le monde. T'as démarré quand en tant que coach professionnel? J'ai démarré en même temps que ma carrière de joueur, mais j'ai démarré mi-2011 à peu près. Ouais, donc c'est plus violent. Vous avez commencé tous plus tard? Non, j'ai dû faire un peu de coaching avant. J'étais pas né en 2010. Ah tu vois, regarde. J'ai commencé en 2008, coaching peut-être 2010, 2009, un petit peu. Je ne suis pas le plus ancien alors. Alors j'ai une question que je vais te poser en premier et après vous répondrez tous. C'est quoi on parlait de l'évolution du poker
Et l'évolution du coaching, c'est quoi qui a changé dans la manière de coacher les joueurs de poker? Est-ce qu'il y a eu une évolution entre 2011 et aujourd'hui? Ok, c'est une réponse à laquelle ils ont répondu? Non. Ah d'accord, ok. Et j'attaque direct là comme ça? Attaque. Ok, alors l'évolution entre 2011 et aujourd'hui? Au niveau du coaching, je te parle de comment coacher les joueurs de poker. Okay. C'est une question intéressante et ça pourrait partir. Non, merci de l'avoir posée. Ça pourrait partir un petit peu dans tous les sens. Je dirais que le coaching, c'est avant tout une méthodologie. Et une méthodologie, est-ce qu'elle va évoluer ta méthodologie? Mais à partir du moment où tu as une approche qui est efficace à un moment donné, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne continue pas à l'être. Maintenant, évidemment, le jeu, il a évolué. Le jeu en 2011, enfin moi je fais coach cash game et tournoi, je fais les deux. Alors peut-être qu'il y en a qui pourront répondre plus précisément sur un de leurs domaines, mais le jeu a évolué, que ce soit en cash game et en tournoi, plus en cash game qu'en tournoi, je dirais. Tiens, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent aborder ce point-là. Et forcément, en termes de coaching, toi aussi, tu es obligé d'évoluer par rapport à ça, mais pas vraiment au niveau des méthodes de coaching, mais plus au niveau des adaptations que tu vas faire. Et, Twitch, ça ouais. Là, c'est pas le coaching qui va plus évoluer, je dirais que c'est plutôt le mentoring. Moi, je pense que, je ne sais plus qui entre Olivier ou Paty a dit ça, mais s'il y a une demande en fait et que les gens sont prêts à investir, tant mieux, tu vois. Moi, franchement, je pars du principe que même le mec, il pourrait vendre sa semaine de coaching à 10 000 € et je me dirais, mais c'est n'importe quoi. Je trouve ça abusé et ça sera, en gros, le fait d'investir 10 000 €, tu récupéreras peut-être jamais cet investissement sur le long terme. C'est pas un investissement en fait. Ça dépend ce que le mec promet aussi. Je suis assez d'accord avec toi. Si on promet de devenir un joueur gagnant en 2 semaines, ça me paraît compliqué. Alors vas-y, mets-lui un tacle. Allez, vas-y, t'es chaude là. Non, ça dépend ce qu'il promet de promettre. C'était le truc de ta... C'est moi qui Ah, j'ai pas capté, ok. Non, vas-y, ouais. Non, je disais que ça dépend ce que le mec promet pour son stage à 3 000 €. S'il promet du fun, quelques cours, machin, mais qu'il ne faut pas qu'il leur promette de monts et merveilles pour une semaine de stage, de la même manière que... Non, mais voilà. Là, le problème n'est pas tant que ça du côté du coach, quoi. C'est quand tu te fais coacher, qu'est-ce que tu recherches? Des fois, tu recherches, tu as absolument envie d'être gagnant, et dans ce cas, tu vas sélectionner des gens qui sont en ligne, prouvés, machin de ça. Ça sera même certainement pas le plus cher. Ça sera le faire. Est-ce que c'est de prendre une semaine de vacances au soleil et de faire du poker en même temps parce que c'est un kiff? Est-ce que c'est de rencontrer quelqu'un de connu et payer Jamie Gold 2000 balles de l'heure pour avoir un coaching qui sera certainement dramatique? Est-ce que plein de choses, quoi. Ils ne sont pas les meilleurs joueurs qui coachent le mieux en plus. Hein. Ah, là, c'était pour le coup le très mauvais joueur qui coach certainement très mauvais. En l'occurrence. Dans ma tête, pardon, excuse-moi. Non, mais ça, c'est une histoire de la pédagogie. Non, c'est quelqu'un qui explique bien. Quelqu'un comme Slansky, est connu pour pas être bon au poker, en tout cas aux tables. Mais très bon pédagogue, on est d'accord. Et par contre, il y a des bouquins qui encore aujourd'hui font référence à quelques guillemets quand même. Ouais, sur les bouquins, je voulais revenir là-dessus parce que c'est un thème assez important. Je suis relativement d'accord avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2017, il y a très peu de bouquins qui nous permettent d'aller plus loin. Tu en as fait un, toi? J'ai collaboré. Ouais. Et on peut le citer. En baissant la tête. Comment? Vas-y, il est vachement bien, son bouquin. Au contraire. Je continue de le recommander avec plaisir et je pense que c'est une très bonne recommandation. Poker is War. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'avoir en main. J'en ai lu une moitié. Bon. Je connais le dessinateur qui était mon voisin. Ah ouais, d'accord. Ok. Yvan, d'accord. On vous en parlera après. Est-ce qu'on s'éloignerait pas un peu du sujet? Pas pour faire de la pub pour Poker is War, mais c'est encore, à l'heure actuelle, je pense que ça reste en français probablement le livre le plus très dense, complet. il y a tout dedans. Très dense, ouais, par très contre, dense. c'est épais, ça pèse. Par contre, il faut le digérer. Alors, il y a une petite histoire pour arriver à digérer, mais c'est devant vrai la que... machine à gagner ou... Non, je sais pas. Mais c'est si nul que ça, la machine à gagner ou quoi? Non, j'ai jamais lu. Je sais rien, je l'ai pas lu. Je rigole, mais... Moi, j'ai pas trouvé la liste des flops sembrelants dans la machine à gagner. Je l'ai pas lu non plus, donc on va pas mettre de jugement, mais au niveau des bouquins, néanmoins, il y a des bouquins qui restent intéressants à lire, forcément, peut-être pas pour nous, mais en tout cas pour pas mal de joueurs qui sont en phase de progression. Je pense aux bouquins, par exemple, avec Reason, Applestein, je sais pas si vous avez lu cette trilogie qui est super intéressante. Où on prend des mains qu'ils ont jouées et ainsi de suite, et on voit leur point de vue. Alors évidemment, c'est un petit peu vieilli, mais ça reste très intéressant au niveau pédagogique et au niveau de l'approche. Après, tu as des bouquins, tu parlais du bouquin de Ryan Fee pour le Six Max, qui reste très bon à lire. J'ai perdu le nom d'ailleurs. Il y en avait un deuxième à l'époque qui était vendu à des prix extraordinaires à l'époque. Et j'ai eu la chance, j'ai fait mes études en Angleterre, donc du coup, le fait de parler anglais, ça m'a permis de lire tout ce qui peut se lire en anglais. Donc voilà, j'ai lu à la maison, j'ai quasiment tout ce qui existe. Et il y en a encore des très bons. Par exemple, tu parlais de Kill Elky 2, le 1 surtout pas, mais c'est Kill Everyone.
qui est très très bon, et le troisième, The Razor's Edge, qui est très très bon aussi. Et finalement, la compilation de ces deux-là, on peut dire que ça a amené un petit peu Poker is War. Mais le truc, c'est que je pense aussi aux joueurs aujourd'hui qui arrivent, qui veulent apprendre aujourd'hui. Je veux dire, ils n'ont pas du tout la même base. On ne va jamais leur conseiller Harrington ou quoi que ce soit. Moi, je suis passé par toutes les bases. En fait, j'ai commencé avec Harrington, j'ai passé à machin, de trucs. Mais c'est pas mauvais de commencer même aujourd'hui sur du Harrington, je pense. Ça fait une base en fait. Exactement. Ça permet de comprendre les codes basiques, le CV basique. Tu as des exercices super gentils, super bien faits qui prennent la moitié de la plage. Tu as fini le bouquin, c'est pas trop long. Et c'est bien. Par contre, faut pas lire Harrington et jouer après. Faut lire Harrington, apprendre encore un peu et après jouer. Parce que si tu joues après Harrington, c'est pas bon. Ça, c'est valable pour tout. Quand tu matches une vidéo de Sauce, de Doug ou de Doug Paul, de Sauce ou Tenus, peu importe, tu joues après, t'es complètement déréglé. Faut surtout pas jouer après avoir maté une vidéo. Bon, pour clore cette émission. Oh, je t'aime. Moi aussi. T'as vu ça? On progresse de saison en saison. Pour clore cette émission, à un joueur qui débute au poker et qui un jour aimerait progresser et être coaché, vous lui donneriez quoi juste chacun comme premier conseil? Le premier conseil que vous lui donneriez comme ça, c'est conseil gratuit celui-là. Vous lui diriez quoi? Olivier. Prendre plaisir en fait. Juste pas vouloir être gagnant et voir trop, juste jouer pour le plaisir et progresser pour le plaisir. Petit? Je suis pas coach moi. Merci. Fab. Va sur Kill Tilt. Tu vas pas. Non, va sur Poker Gagnant. Ça va un peu avec la passion, mais c'est juste ne pas oublier que ça reste un jeu en fait et qu'il faut pas se prendre la tête soit dans un sens ou dans l'autre, de se dire ça reste un jeu en fait. Faut que tu kiffes ce jeu. Si t'aimes bien jouer au poker, c'est le plus important. Et on parlait pas mal de passion, mais c'est vrai. Si à un moment donné tu te forces ou t'as envie de jouer au poker parce que je sais pas, t'as rien à faire de ta vie ou autre, non, c'est pas bon. Elle est trop longue ta réponse. Juste, je sais, mais je parle beaucoup. Une réponse plus adaptée en fait. Juste ne pas perdre plus d'argent qu'il ne peut en perdre. Ouais, très Patrick Bourrel, mais c'est vrai que c'est. Non, mais c'est la base. Très saut 2008, tu vois. Non, c'est vrai, sinon ne pas jouer, c'est limite. Après, sinon c'est des AGO et tout, c'est chiant. Non, mais c'est la base des jeux d'argent. Non, mais voilà, juste prendre du plaisir et kiffer. Ça reste un jeu et il faut pas s'énerver contre d'autres mecs parce qu'ils t'ont fait ci. Parce que souvent, ça c'est bon des fois. C'est mais il m'a payé avec. Ouais, là t'es dur. C'est un jeu. Si on peut pas insulter les gens correctement. On peut pas dire fiche de pute. Chichi. Continue tes études. Bravo Chichi, bravo. C'est vrai. J'avais pas pensé. C'est le meilleur conseil que tu puisses donner. Le même, non? Ne pas forcément s'orienter sur les résultats. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 2 de Tour de Table. Je tiens à remercier PMU de continuer à être notre partenaire pour cette saison 2. Donc allez-y, vous allez sur PMU Poker, vous allez sur PMU Betting. Bref, vous allez sur PMU parce que PMU, on est d'accord, c'est vachement bien. Voilà, regardez-moi ce très beau logo. Non, merci à eux parce que ça devient trop rare de soutenir les vidéos dans le poker. Il y a très peu de rooms qui font encore ça. Donc merci de soutenir la création. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous aime fort et vivement l'épisode 2 de cette seconde saison de Tour de Table. Vous allez voir, ça va être très girly friendly. Merci les amis. Merci. Et bonne soirée. Ciao.